Il se nommait Santiago. Le jour déclinait lorsqu'il arriva avec son troupeau devant une vieille église abandonnée. Le toit s'était écroulé depuis bien longtemps, et un énorme sycomore avait grandi à l'emplacement où se trouvait autrefois la sacristie. Il décida de passer la nuit dans cet endroit. Il fit entrer ses brebis par la porte en ruine, et disposa quelques planches de façon à les empêcher de s'échapper au cours de la nuit. Il n'y avait pas de loup dans la région, mais une fois une bête s'était enfuie, et il avait dû perdre toute la journée du lendemain à chercher la brebis égarée. Il étendit sa cape sur le sol et s'allongea, en se servant comme oreiller du livre qu'il venait de terminer. Avant de s'endormir, il pensa qu'il devrait lire maintenant des ouvrages plus volumineux. Il mettrait ainsi plus de temps à les finir et ce seraient des oreillers bien plus confortables pour la nuit. Il faisait encore sombre quand il s'éveilla. Il regarda au-dessus de lui et vit scintiller les étoiles au travers du toit à moitié effondré. J'aurais bien aimé dormir un peu plus longtemps, pensa-t-il. Il avait fait le même rêve que la semaine précédente, et de nouveau s'était réveillé avant la fin. Il se leva, but une gorgée de vin, puis il se saisit de sa houlette et se mit à réveiller les brebis qui dormaient encore. Il avait remarqué que la plupart des bêtes sortaient du sommeil sitôt que lui-même reprenait conscience. Comme si quelque mystérieuse énergie eût uni sa vie à celle de ses moutons qui, depuis 2 ans, parcouraient le pays avec lui en quête de nourriture et d'eau. Ils se sont si bien habitués à moi qu'ils connaissent mes horaires, se dit-il à voix basse. Puis, après un instant de réflexion, pensa que ce pouvait bien être lui. C'était peut-être lui qui s'était habitué aux horaires des animaux. Il y avait cependant des brebis qui tardaient un peu plus à se relever. Il les réveilla une à une avec son bâton, en appelant chacune d'elles par son nom. Il avait toujours été persuadé que les brebis étaient capables de comprendre ce qu'il disait. Aussi, leur lisait-il parfois certains passages de livres. Depuis l'avant-veille, pourtant, il n'avait pratiquement pas eu d'autre sujet de conversation que cette jeune fille qui habitait la ville où il allait arriver 4 jours plus tard. C'était la fille d'un commerçant. Il n'était venu là qu'une fois l'année précédente. Le commerçant possédait un magasin de tissus, et il aimait voir tondre les brebis sous ses yeux pour éviter toute tromperie sur la marchandise. Un ami lui avait indiqué le magasin et le berger y avait amené son troupeau. J'ai besoin de vendre un peu de laine, dit-il au commerçant. La boutique était pleine, et le commerçant demanda au berger d'attendre jusqu'au début de soirée. Celui-ci alla donc s'asseoir sur le trottoir du magasin et tira un livre de sa besace. Je ne savais pas que les bergers pouvaient lire des livres, dit une voix de jeune femme à côté de lui. C'était une jeune fille qui avait le type de la région d'Andalousie, avec ses longs cheveux noirs et des yeux qui rappelaient vaguement les anciens conquérants morts. C'est que les brebis enseignent plus de choses que les livres, répondit le jeune berger. Ils restèrent là, à bavarder, plus de 2 heures durant. Elle dit qu'elle était fille du commerçant et parla de la vie au village, où chaque jour était semblable au précédent. Le berger, lui, raconta la campagne d'Andalousie, les dernières nouveautés qu'il avait vues dans les villes où il était passé. Il était heureux de n'être pas obligé de toujours converser avec ses brebis. Comment avez-vous appris à lire vint à demander la jeune fille. Comme tout le monde, répondit-il, à l'école. Mais alors, si vous savez lire, pourquoi n'êtes-vous donc qu'un berger? Le jeune homme se déroba. Il se déroba pour n'avoir pas à répondre à la question. Il était bien sûr que la jeune fille ne pourrait pas comprendre. Alors il continua à raconter ses histoires de voyage, et les petits yeux mauresques s'ouvraient tout grands, ou se refermaient sous l'effet de l'ébahissement et de la surprise. À mesure que le temps passait, le jeune homme se prit à souhaiter que ce jour ne finît jamais, que le père de la jeune fille demeurât occupé longtemps, et lui demanda d'attendre pendant 3 jours. Il se rendit compte qu'il ressentait quelque chose qu'il n'avait encore jamais éprouvé jusqu'alors, l'envie de se fixer pour toujours dans une même ville. Avec la jeune fille aux cheveux noirs, les jours ne seraient jamais semblables. Mais le commerçant arriva, finalement, et lui demanda de tondre 4 brebis. Puis il paya ce qu'il devait, et l'invita à revenir l'année suivante. Il ne manquait plus maintenant que 4 jours pour arriver dans cette même bourgade. Il était tout excité et en même temps plein d'incertitudes. Peut-être la jeune fille l'aurait-elle oublié. Il ne manquait pas de bergers qui passaient par là pour vendre de la laine. Oh, peu importe, dit-il, parlant à ses brebis. Moi aussi, je connais d'autres filles dans d'autres villes. Mais dans le fond de son cœur, il savait que c'était loin d'être sans importance, et que les bergers, comme les marins ou les commis voyageurs,
connaissent toujours une ville où existe quelqu'un capable de leur faire oublier le plaisir de courir le monde. Alors, alors que paraissaient les premières lueurs de l'aube, le berger commença à faire avancer ses moutons dans la direction du soleil levant. Ils n'ont jamais besoin de prendre une décision, pensa-t-il. C'est peut-être pour cette raison qu'ils restent toujours auprès de moi. Le seul besoin qu'éprouvaient les moutons, c'était celui de l'eau et de la nourriture. Et tant que leur berger connaîtrait les meilleurs pâturages d'Andalousie, ils seraient toujours ses amis, même si tous les jours étaient semblables les uns aux autres, faits de longues heures qui se traîneraient, même s'ils n'avaient jamais lu le moindre livre au cours de leur brève existence et ignoraient la langue des hommes qui racontaient ce qui se passait dans les villages, ils se contentaient de nourriture et d'eau. Et c'était en effet bien suffisant. En échange, ils offraient généreusement leur laine, leur compagnie et de temps en temps leur viande. Si, d'un moment à l'autre, je me transformais en monstre et me mettais à les tuer un à un, ils ne commenceraient à comprendre qu'une fois le troupeau déjà presque tout entier exterminé, pensa-t-il. Parce qu'ils ont confiance en moi et qu'ils ont cessé de se fier à leur propre instinct. Tout cela parce que c'est moi qui les mène au pâturage. Le jeune homme commença à se surprendre de ses propres pensées, à les trouver bizarres. L'église, avec ce sycomore qui poussait à l'intérieur, était peut-être hantée. Était-ce pour cette raison qu'il avait encore refait ce même rêve, et qu'il éprouvait maintenant une sorte de colère à l'encontre de ses brebis, ses amis pourtant toujours si fidèles? Il but un peu de vin qui lui restait de souper, serra son manteau contre son corps. Il savait que dans quelques heures, avec le soleil à pic, il allait faire si chaud qu'il ne pourrait plus mener son troupeau à travers la campagne. À cette heure-là, en été, toute l'Espagne dormait. La chaleur durait jusqu'à la nuit, et pendant tout ce temps, il lui faudrait transporter ce manteau avec lui. Malgré tout, quand il avait envie de se plaindre de cette charge, il se souvenait que grâce à cette charge précisément, il n'avait pas ressenti le froid du petit matin. Nous devons toujours être prêts à affronter les surprises du temps, songeait-il. Et il acceptait avec gratitude le poids de ce manteau. Celui-ci avait donc sa raison d'être, comme le jeune homme lui-même. Au bout de 2 années passées à parcourir les plaines d'Andalousie, il connaissait par cœur toutes les villes de la région, et c'était là ce qui donnait un sens à sa vie, voyager. Il avait l'intention cette fois d'expliquer à la jeune fille pourquoi un simple berger peut savoir lire. Jusqu'à l'âge de 16 ans, il avait fréquenté le séminaire. Ses parents auraient voulu faire de lui un prêtre, motif de fierté pour une humble famille paysanne qui travaillait tout juste pour la nourriture et l'eau, comme ses moutons. Il avait étudié le latin, l'espagnol, la théologie, mais depuis sa petite enfance, il rêvait de connaître le monde et c'était là quelque chose de bien plus important que de connaître Dieu ou même les péchés des hommes. Un beau soir, en allant voir sa famille, il s'était armé de courage et avait dit à son père qu'il ne voulait pas être curé. Il voulait voyager. Des hommes venus du monde entier sont déjà passés par ce village, mon fils. Ils viennent ici chercher des choses nouvelles, mais ils restent toujours les mêmes hommes. Ils vont jusqu'à la colline pour visiter le château et trouvent que le passé valait mieux que le présent. Ils ont les cheveux clairs ou le teint foncé, mais sont semblables aux hommes de notre village. « Mais moi, je ne connais pas les châteaux des pays d'où viennent ces hommes, » répliqua le jeune homme. « Ces hommes, quand ils voient nos champs et nos femmes, disent qu'ils aimeraient vivre ici pour toujours, » poursuivit le père. « Je veux connaître les femmes et les terres d'où ils viennent, » dit alors le fils, « car eux ne restent jamais parmi nous. »« Mais ces hommes ont de l'argent plein leurs poches, » dit encore le père. « Chez nous, seuls les bergers peuvent voir du pays. »« Alors je serai berger. » Le père n'ajouta rien de plus. Le lendemain, il donna à son fils une bourse qui contenait 3 vieilles pièces d'or espagnoles. Je les ai trouvées un jour dans un champ. Dans mon idée, elles devaient aller à l'église, à l'occasion de ton ordination. Achète-toi un troupeau et va courir le monde, jusqu'au jour où tu apprendras que notre château est le plus digne d'intérêt et nos femmes les plus belles. Il lui donna sa bénédiction. Le garçon, dans les yeux de son père, lut aussi l'envie de courir le monde, une envie qui vivait toujours en dépit des dizaines d'années au cours desquelles il avait essayé de la faire passer en demeurant dans le même lieu pour y dormir chaque nuit, y boire et y manger. L'horizon se teinta de rouge, puis le soleil apparut.
Le jeune homme se souvint de la conversation avec son père et se sentit heureux. Il avait déjà connu bien des châteaux et bien des femmes, mais aucune ne pouvait égaler celle qui l'attendait à 2 jours de là. Il possédait un manteau, un livre qu'il pourrait échanger contre un autre, un troupeau de moutons. Le plus important toutefois, c'était que, chaque jour, il réalisait le grand rêve de sa vie, voyager. Quand il se serait fatigué des campagnes d'Andalousie, il pourrait vendre ses moutons et devenir marin. Quand il en aurait assez de la mer, il aurait connu des quantités de villes, des quantités de femmes, des quantités d'occasions d'être heureux. Comment peut-on aller chercher Dieu au séminaire, se demanda-t-il, tout en regardant naître le soleil. Chaque fois que c'était possible, il tâchait de trouver un nouvel itinéraire. Il n'était jamais venu jusqu'à cette église alors qu'il était pourtant passé par là tant de fois. Le monde était grand, inépuisable, et s'il laissait ses moutons le guider, ne serait-ce qu'un peu de temps, il finirait par découvrir encore bien des choses pleines d'intérêt. Le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils parcourent de nouveaux chemins tous les jours. Ils ne s'aperçoivent pas que les pâturages ont changé, que les saisons sont différentes, car ils n'ont d'autres préoccupations que la nourriture et l'eau. Peut-être en est-il ainsi pour tout le monde, pensa le berger. Même pour moi, qui n'ai plus d'autre femme en tête depuis que j'ai rencontré la fille de ce commerçant. Il regarda le ciel. D'après ses calculs, il serait à Tarifa avant l'heure du déjeuner. Là, il pourrait changer son livre contre un plus gros volume, remplir sa bouteille de vin, se faire raser, couper les cheveux. Ah, il devait être fin prêt pour retrouver la jeune fille. Et il voulait même pas envisager l'éventualité qu'un autre berger fût arrivé avant lui avec davantage de moutons pour demander sa main. C'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante, songea-t-il. Il leva à nouveau son regard vers le ciel, tout en pressant le pas. Il venait de se rappeler qu'il y avait à Tarifa une vieille femme qui savait interpréter les rêves. Et cette nuit-là, il avait eu le même rêve qu'il avait déjà fait une fois. La vieille conduisit le jeune homme au fond de la maison, dans une pièce séparée de la salle par un rideau en plastique multicolore. Il y avait là une table, une image du Sacré-Cœur de Jésus et 2 chaises. La vieille s'assit et le pria d'en faire autant. Puis, elle prit entre les siennes ses 2 mains et se mit à prier tout bas. Cela ressemblait à une prière gitane. Il avait déjà croisé bien des gitans sur son chemin. Ces gens-là voyageaient eux aussi, mais ils s'occupaient pas de moutons. Le bruit courait qu'un gitan, c'était quelqu'un qui passait son temps à tromper le monde. On disait aussi qu'ils avaient un pacte avec le démon, qu'ils enlevaient des enfants pour faire d'eux leurs esclaves dans des mystérieux campements. Quand il était petit, le jeune berger, il avait toujours été terrifié à l'idée d'être enlevé par des gitans, et cette peur d'autrefois lui revint tandis que la vieille lui tenait les mains. « Mais y a ici une image du Sacré-Cœur de Jésus, pensa-t-il, en essayant de se rassurer. Il voulait pas que sa main se mît à trembler dans celle de la vieille. En silence, il récita un autre père. « Intéressant, dit la vieille, sans quitter des yeux la main du garçon. Et à nouveau, elle se tut. Celui-ci se sentait de plus en plus nerveux. Ses mains se mirent à trembler malgré lui, et la vieille le remarqua. Il les retira très vite. « Je ne suis pas venu ici pour les lignes de la main, dit-il, regrettant maintenant d'être entré dans cette maison. Un instant, il pensa qu'il ferait mieux de payer la consultation et de s'en aller sans rien savoir. Il accordait sans doute bien trop d'importance à un rêve qui s'était répété. « Tu es venu m'interroger sur les songes, dit alors la vieille. Et les songes sont le langage de Dieu. Quand Dieu parle le langage du monde, je peux en faire l'interprétation. Mais s'il parle le langage de ton âme, alors il n'y a que toi qui puisses comprendre. De toute façon, il va falloir me payer la consultation. » Encore une astuce, pensa le jeune homme. Malgré tout, il décida de prendre le risque. Un berger est toujours exposé au danger des loups et de la sécheresse, et c'est bien ce qui rend excitant le métier de berger. « J'ai fait 2 fois de suite le même rêve, dit-il. Je me trouvais avec mes brebis sur un pâturage, et voilà qu'apparaissait un enfant qui se mettait à jouer avec des bêtes. J'aime pas beaucoup qu'on vienne s'amuser avec mes brebis. Elles ont un peu peur des gens qu'elles connaissent pas. Mais les enfants, eux, ils arrivent toujours à s'amuser avec elles sans qu'elles prennent peur. J'ignore pourquoi. Je sais pas comment les animaux peuvent savoir l'âge des êtres humains. »« Retourne à ton rêve, dit la vieille. J'ai une marmite sur le feu. Et d'ailleurs, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu ne vas pas me prendre tout mon temps. » L'enfant continuait à jouer avec les brebis pendant un moment, poursuivit le berger, un peu embarrassé, et tout d'un coup, il me prenait par la main et me conduisait jusqu'aux pyramides d'Égypte. Il marqua un temps d'arrêt, pour voir si la vieille savait ce qu'étaient les pyramides d'Égypte.
mais celle-ci resta muette. Alors, devant les pyramides d'Égypte, il prononça ces mots très distinctement pour que la vieille pût bien comprendre. Le gosse me disait « Si tu viens jusqu'ici, tu trouveras un trésor caché. » Et au moment où il allait me montrer l'endroit exact, je me réveille. Les 2 fois. La vieille demeura sans rien dire pendant quelques instants. Ensuite, elle reprit les mains du jeune homme qu'elle étudia attentivement. « Je ne vais rien te faire payer maintenant, dit-elle enfin. Mais je veux le 10e de ton trésor, si jamais tu le trouves. » Le jeune homme se mit à rire, un rire de contentement. Ainsi, il allait conserver le peu d'argent qu'il possédait grâce à un songe où il était question d'un trésor caché. Cette vieille bonne femme devait vraiment être une gitane. Les gitans sont bêtes. Eh bien, comment interprétez-vous ce rêve demanda le jeune homme. Avant, il faut jurer. Jure-moi que tu me donneras le 10e de ton trésor en échange de ce que je te dirai. Il jura. La vieille lui demanda de répéter le serment avec les yeux fermés et les yeux fixés sur l'image du Sacré-Cœur. C'est un songe de langage du monde, dit-elle alors. Je peux l'interpréter, mais c'est une interprétation très difficile. Il me semble donc que je mérite bien ma part sur ce que tu trouveras. Et l'interprétation est celle-ci. Tu dois aller jusqu'aux pyramides d'Égypte. Je n'en avais jamais entendu parler, mais si c'est un enfant qui te les a montrées, c'est qu'elles existent en effet. Là-bas, tu trouveras un trésor qui fera de toi un homme riche. Le jeune homme fut d'abord surpris, puis irrité. Il n'avait pas besoin de venir trouver cette bonne femme pour si peu. Mais en fin de compte, il se rappela qu'il n'avait rien à payer. « Si c'était pour ça, j'avais pas besoin de perdre mon temps, dit-il. »« Tu vois, je t'avais bien dit que ton rêve était difficile à interpréter. Les choses simples sont les plus extraordinaires, et seuls les savants parviennent à les voir. Comme je n'en suis pas un, il faut bien que je connaisse d'autres arts, l'art de lire dans les mains par exemple. » « Et comment vais-je faire pour aller jusqu'en Égypte ? » ?»« Oh, je ne fais qu'interpréter les songes. Il n'est pas dans mon pouvoir de les transformer en réalité. C'est pour cette raison que je dois vivre de ce que me donnent mes filles. »« Et si je n'arrive pas jusqu'en Égypte ? » ?»« Eh bien, je ne serai pas payé. Ce ne sera pas la première fois. » Et la vieille n'ajouta rien. Elle demanda au jeune homme de s'en aller, car il en avait déjà fait perdre beaucoup de temps. Alors le berger s'en alla, déçu, et bien décidé à ne plus jamais croire aux songes. Il se rappela qu'il avait diverses choses à faire. Il alla donc chercher de quoi manger, échangea son livre contre un autre, plus gros, et s'en fut s'asseoir sur un banc de la place pour goûter à loisir le vin nouveau qu'il avait acheté. C'était une journée chaude, et le vin, par un de ces mystères insondables, comme il y en a, parvenait à le rafraîchir un peu. Ses moutons se trouvaient à l'entrée de la ville, dans l'étable d'un nouvel ami qu'il s'était fait. Il connaissait beaucoup de monde dans ces parages, et c'était bien pourquoi il aimait tant voyager. On arrive toujours à se faire de nouveaux amis sans avoir besoin de rester avec eux jour après jour. Lorsqu'on voit toujours les mêmes personnes, comme c'était le cas au séminaire, on en vient à considérer qu'elles font partie de notre vie. Et alors, puisqu'elles font partie de notre vie, elles finissent par vouloir transformer notre vie. Et si nous ne sommes pas telles qu'elles souhaitent que nous sommes, les voilà mécontentes. Car tout le monde croit toujours savoir exactement comment nous devrions vivre. Mais personne ne sait jamais comment il doit lui-même vivre sa propre vie. Un peu comme la bonne femme des rêves, qui ne savait pas comment transformer les rêves en réalité. Il décida d'attendre que le soleil baisse un peu avant de repartir dans la campagne. Dans 3 jours, il allait revoir la fille du commerçant. Il commença à lire le livre qu'il s'était procuré à Tarifa. C'était un volume épais, et dès la première page, il y était question d'un enterrement. En outre, le nom des personnages était extrêmement compliqué. Si jamais il lui arrivait un jour d'écrire un livre, pensa-t-il, il introduirait les personnages un à un, pour éviter au lecteur d'avoir à apprendre leurs noms par cœur tous, à la fois. Alors qu'il arrivait à se concentrer un peu sur sa lecture, et c'était bien agréable, car il y avait un enterrement dans la neige, ce qui donnait une sensation de fraîcheur sous ce soleil brûlant, un vieil homme vint s'asseoir à côté de lui et engagea la conversation. « Que font ces gens ?» demanda le vieillard, en désignant les passants sur la place. « Ils travaillent » répondit le berger sèchement, et il fit semblant d'être absorbé par ce qu'il lisait. En réalité, il songeait qu'il allait tondre ses brebis devant la fille du commerçant, et qu'elle serait à même de constater qu'il pouvait faire bien des choses intéressantes,
Il avait déjà imaginé cette scène des dizaines de fois. Et toujours, il voyait la jeune fille s'émerveiller quand il commençait à lui expliquer que, en fait, les moutons, ils doivent être tondus de l'arrière vers l'avant. Il tâchait aussi de se rappeler quelques bonnes histoires à lui raconter tout en tondant les bêtes. C'était pour la plupart des histoires qu'il avait lues dans des livres, mais il lui raconterait comme s'il les avait vécues lui-même. Elle ne saurait jamais la différence, puisqu'elle ne savait pas lire dans les livres. Le vieillard insista cependant. Il raconta qu'il était fatigué et qu'il avait soif, et demanda à boire une gorgée de vin. Le garçon offrit sa bouteille. Peut-être l'autre allait-il enfin le laisser tranquille. Mais le vieil homme voulait absolument bavarder. Il demanda au berger ce qu'était le livre qu'il était en train de lire. Celui-ci pensa se montrer grossier et changer de banc, mais son père lui avait appris à respecter les personnes âgées. Alors il tendit le bouquin au vieux bonhomme, pour 2 raisons. La première était qu'il se trouvait bien incapable d'en prononcer le titre, et la seconde c'était que si le vieux ne savait pas lire, c'était lui qui allait changer de banc pour ne pas se sentir humilié. Fit le vieillard en examinant le volume sur toutes ses faces, comme si c'était un objet bizarre. C'est un livre important mais fort ennuyeux. Le berger fut bien surpris. Ainsi le bonhomme savait lire, lui aussi, et avait déjà lu ce livre-là. Et si c'était un ouvrage ennuyeux, comme il l'affirmait, il était encore temps de le changer pour un autre. C'est un livre qui parle de la même chose que presque tous les livres, poursuivit le vieillard. De l'incapacité des gens à choisir leur propre destin. Et pour finir, il laisse croire à la plus grande imposture du monde. Et quelle est donc la plus grande imposture du monde demanda le jeune homme surpris. La voici. À un moment donné de notre existence, nous perdons la maîtrise de notre vie, qui se trouve dès lors gouvernée par le destin. C'est là qu'est la plus grande imposture du monde. Pour moi, ça s'est pas passé de cette façon, dit le jeune homme. On voulait faire de moi un prêtre, et j'ai décidé d'être berger. C'est mieux ainsi, dit le vieillard, parce que tu aimes voyager. Il a deviné mes pensées, se dit Santiago. Pendant ce temps, le vieux feuilletait le gros livre sans la moindre intention de le rendre. Le berger remarqua qu'il était habillé d'étrange façon. Il avait l'air d'un arabe, ce qui n'était pas si extraordinaire dans la région. L'Afrique se trouvait à quelques heures seulement de Tarifa. Il n'y avait qu'à traverser le petit détroit en bateau. D'ailleurs, très souvent, des Arabes venaient faire les emplettes ici en ville. D'où est-ce que vous êtes demanda-t-il. De bien des endroits. Bah, personne ne peut être de plusieurs endroits, dit le garçon. Regardez, moi je suis berger. Et je peux me trouver en différents endroits, mais je suis originaire d'un seul. Une ville proche d'un très vieux château. C'est là que je suis né. Alors, disons que je suis né à Salem. Le berger ne savait pas trop où se trouvait Salem, mais ne voulut pas poser de questions, pour ne pas se sentir humilié du fait de sa propre ignorance. Il continua à regarder la place pendant un moment. Les gens y allaient et venaient et paraissaient fort affairés. Et comment est-ce à Salem demanda-t-il enfin pour chercher un indice quelconque. Comme toujours, depuis toujours. C'était pas vraiment un indice. Du moins savait-il que Salem n'était pas en Andalousie, sinon il aurait connu la ville. Et qu'est-ce que vous faites à Salem? Ce que je fais à Salem. Pour la première fois, le vieillard éclata d'un grand rire. Mais je suis le roi de Salem. Quelle question! Les gens disent bien de drôles de choses quelquefois. Il vaut mieux vivre avec les brebis qui sont muettes et se contentent de chercher de la nourriture et de l'eau. Ou alors avec les livres qui racontent des histoires incroyables quand on a envie de les entendre. Mais quand on parle avec les gens, ceux-ci vous disent parfois certaines choses qui font qu'on reste sans savoir comment poursuivre la conversation. Je m'appelle Melchisédek, dit le vieil homme. Combien as-tu de moutons? Ce qu'il faut, répondit le berger. Le vieux voulait en savoir un peu trop sur sa vie. Alors, nous avons un problème. Je ne peux pas t'aider tant que tu penses avoir ce qu'il te faut de moutons. Le garçon commença à éprouver un certain agacement. Il ne demandait aucune aide. C'était le vieux qui lui avait demandé du vin et qui venait bavarder. C'était lui-même qui s'était intéressé à son livre. Rendez-moi ce livre, dit-il. Il faut que j'aille chercher mes moutons et que je continue ma route. Donne-m'en 10, dit le vieillard, et je t'apprendrai comment faire parvenir jusqu'au trésor caché. Le jeune homme se ressouvint alors de son rêve, et soudain tout devint clair. La vieille ne lui avait rien fait payer, mais ce vieux, qui était peut-être son mari, allait réussir à lui soutirer de l'argent.
en échange d'un renseignement qui ne correspondait à aucune réalité. Ça devait être un gitan, lui aussi. Cependant, avant même qu'il n'eût dit le moindre mot, le vieil homme se baissa, ramassa une brindille et se mit à écrire sur le sable de la place. Au moment où il se baissa, quelque chose brilla sur sa poitrine, avec une telle intensité que le garçon en fut presque aveuglé. Mais, d'un geste étonnamment rapide pour un homme de son âge, il s'empressa de refermer son manteau sur son torse. Les yeux du garçon cessèrent d'être éblouis, et il put voir distinctement ce que le vieil homme était en train d'écrire. Sur le sable de la place principale de la petite ville, il lut le nom de son père et celui de sa mère. Il lut l'histoire de sa vie jusqu'à cet instant, les jeux de son enfance, les nuits froides de son séminaire. Il lut des choses qu'il n'avait jamais racontées à personne, comme cette fois où il avait dérobé l'arme de son père pour aller chasser. Même sa première expérience sexuelle. « Je suis le roi de Salem », avait dit le vieillard. « Mais pourquoi un roi bavarde-t-il avec un berger » demanda le jeune homme gêné et plongé dans le plus grand étonnement. « Il y a plusieurs raisons à cela. Mais disons que la plus importante est que tu as été capable d'accomplir ta légende personnelle. » Le jeune homme ne savait pas ce que voulait dire légende personnelle. « C'est ce que tu as toujours souhaité faire. Chacun de nous, en sa prime jeunesse, sait quelle est sa légende personnelle. À cette époque de la vie, tout est clair, tout est possible, et l'on n'a pas peur de rêver et de souhaiter tout ce qu'on aimerait faire de sa vie. Cependant, à mesure que le temps s'écoule, une force mystérieuse commence à essayer de prouver qu'il est impossible de réaliser sa légende personnelle. » Ce que disait le vieil homme n'avait pas grand sens pour le jeune berger, mais il voulait savoir ce qu'étaient ces forces mystérieuses. La fille du commerçant allait en rester bouche bée. « Ce sont des forces qui semblent mauvaises, mais qui en réalité t'apprennent comment réaliser ta légende personnelle. Ce sont elles qui préparent ton esprit et ta volonté, car il y a une grande vérité en ce monde. Qui que tu sois, et quoi que tu fasses, lorsque tu veux vraiment quelque chose, c'est que ce désir est né dans l'âme de l'univers. C'est ta mission sur la terre. Même si l'on a seulement envie de voyager ? Ou bien d'épouser la fille d'un négociant en tissu ? Ou de chercher un trésor. L'âme du monde se nourrit du bonheur des gens, ou de leur malheur, de l'envie, de la jalousie. Accomplir sa légende personnelle est la seule et unique obligation des hommes. Tout n'est qu'une seule chose. Et quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. Ils gardèrent le silence pendant un moment à observer la place et les passants. Le vieux fut le premier à reprendre la parole. « Pourquoi gardes-tu des moutons ?»« Parce que j'aime voyager. » Il montra un marchand de pop-corn avec sa carriole rouge dans un coin de la place. « Cet homme aussi a toujours voulu voyager quand il était enfant. Mais il a préféré acheter une petite carriole pour vendre du pop-corn, amasser de l'argent durant des années. Quand il sera vieux, il ira passer un mois en Afrique. Il n'a jamais compris qu'on a toujours la possibilité de faire ce qu'on veut et ce qu'on rêve. »« Bah, il aurait dû choisir d'être berger, pensa le jeune homme à haute voix. »« Il y a bien pensé, dit le vieillard. Mais les marchands de pop-corn sont de plus grands personnages que les bergers. Les marchands de pop-corn ont un toit, tandis que les bergers, eux, dorment à la belle étoile. Les gens préfèrent marier leurs filles à des marchands de pop-corn plutôt qu'à des bergers. » Le jeune homme sentit un petit pincement au cœur en pensant à la fille du commerçant. Dans la ville où elle vivait, il y avait sûrement plein de marchands de pop-corn. Pour finir, ce que les gens pensent des marchands de pop-corn et des bergers devient plus important pour eux que la légende personnelle. Le vieillard feuilleta le livre et s'amusa à en lire une page. Le berger attendit un peu et l'interrompit de la même façon qu'il avait été interrompu tout à l'heure. « Pourquoi est-ce que vous me dites toutes ces choses ?»« Parce que tu essaies de vivre ta légende personnelle et que tu es sur le point d'y renoncer. » « Et vous apparaissez toujours dans ces moments-là ?»« Pas toujours sous cette forme, mais je n'y ai jamais manqué. Parfois j'apparais sous la forme d'une bonne idée, d'une façon de se sortir d'affaires. D'autres fois, à un instant crucial, je fais en sorte que les choses deviennent plus faciles. Et ainsi de suite. Mais la plupart des gens ne me remarquent pas. » Il raconta que la semaine précédente, par exemple, il avait été obligé d'apparaître à un prospecteur sous la forme d'une pierre.
L'homme avait tout abandonné pour partir à la recherche d'émeraudes. 5 années durant, il avait travaillé le long d'une rivière et avait cassé 999 999 pierres pour tenter de trouver une émeraude. À ce moment-là, il pensa renoncer. Et il ne manquait alors qu'une pierre, une seule pierre, pour qu'il découvrît son émeraude. Comme c'était un homme qui avait misé tout sur sa légende personnelle, le vieillard décida d'intervenir. Il se métamorphosa en une pierre qui roula au pied du prospecteur. Sous le coup de la colère, celui-ci se sentit tellement frustré par les 5 années perdues qu'il lança cette pierre le plus loin possible. Mais il la jeta avec une telle violence qu'elle alla frapper une autre pierre qui se brisa, révélant la plus belle émeraude du monde. « Les gens apprennent très tôt leur raison de vivre, dit le vieillard avec dans les yeux une certaine amertume. C'est peut-être pour cette raison même qu'ils y renoncent très tôt. Mais ainsi va le monde. » Le jeune homme se souvint alors que la conversation avait eu pour point de départ le trésor caché. « Les trésors sont déterrés par les torrents qui coulent et enterrés par cette même montée des eaux, dit le vieillard. Si tu veux en savoir davantage sur ton trésor, tu devras me céder 1/10 de ton troupeau. » 1/10 du trésor ne ferait pas l'affaire ? Le vieil homme se montra déçu. Si tu t'en vas en promettant ce que tu ne possèdes pas encore, tu perdras l'envie de l'obtenir. Le berger lui dit alors qu'il avait promis 1/10 du trésor à la gitane. Les gitans sont malins, soupira le vieux. De toute façon, il est bon pour toi d'apprendre que dans la vie, tout a un prix. C'est là ce que les guerriers de la lumière tentent d'enseigner. Il rendit son livre au jeune homme. Demain, à cette même heure, tu m'amèneras 1/10 de ton troupeau. Je t'indiquerai comment réussir à trouver le trésor caché. Allez, bonsoir. Et il disparut, par l'un des angles de la place. Le jeune homme essaya de reprendre sa lecture, mais n'arriva plus à se concentrer. Il était excité, tendu, car il savait que le vieillard disait vrai. Il alla trouver le marchand ambulant et lui acheta un sac de pop-corn, tout en se demandant s'il devait ou non lui raconter ce qu'avait dit le vieil homme. Il vaut parfois mieux laisser les choses comme elles sont, pensa-t-il, et il ne dit rien. S'il avait parlé, le marchand aurait passé 3 jours à réfléchir pour savoir s'il devait tout laisser ou bien continuer. Il pouvait bien lui épargner cette incertitude douloureuse. Il commença à errer par la ville et descendit jusqu'au port, où il y avait là un petit bâtiment avec une sorte de fenêtre à laquelle les gens venaient acheter des billets. L'Égypte, cela se trouvait en Afrique. « Vous désirez » demanda l'employé du guichet. « Demain peut-être, répondit-il en s'éloignant. En vendant une seule de ses brebis, il pourrait passer de l'autre côté du détroit. Cette idée l'effrayait. « Encore un rêveur, dit le guichetier à son collègue, tandis que le jeune homme s'éloignait. Il n'a pas de quoi payer son voyage. » Alors qu'il était déjà devant le guichet, il avait pensé à ses brebis, et il eut peur d'aller les retrouver. Au cours de ces 2 années, il avait tout appris de l'élevage de moutons. Il savait tondre, prendre soin de ses brebis pleines, protéger son troupeau contre les loups. Il connaissait tous les champs, les pâturages d'Andalousie, connaissait le juste prix d'achat et de vente de chacune de ses bêtes. Il décida de retourner jusqu'à l'étable de son ami par le chemin le plus long. La ville avait aussi un château, et il voulut gravir la rampe empierrée et aller s'asseoir sur la muraille. De là-haut, il pouvait apercevoir l'Afrique. Quelqu'un lui avait expliqué qu'une fois, c'était par là qu'étaient arrivés les Maures, qui avaient si longtemps occupé l'Espagne. Il détestait les Maures. C'était eux qui avaient amené les Gitans. D'en haut, il pouvait également voir la majeure partie de la ville, y compris la place où il avait bavardé avec le vieux. « Maudite soit l'heure où j'ai rencontré ce vieux, pensa-t-il. Il était simplement allé trouver une femme capable d'interpréter les songes, et ni cette femme ni ce vieillard n'accordaient la moindre importance au fait qu'il était berger. C'étaient des solitaires qui ne croyaient plus en rien dans la vie. Ils ne comprenaient pas que les bergers finissent par s'attacher à leurs bêtes. Il connaissait à fond chacune d'elles. Il savait s'il y en avait une qui boitait, laquelle devait mettre bas, quelles étaient les plus paresseuses. Il savait aussi les tondre et les abattre. Si jamais il décidait de partir, elles allaient souffrir. Le vent se mit à souffler. Ce vent, il le connaissait, on l'appelait le levant, car c'était avec ce vent qu'étaient venus les hordes et les infidèles. Avant de connaître Tarifa, il n'avait jamais imaginé que l'Afrique fût si proche, ce qui constituait un grave danger quand même. Les Maures pouvaient à nouveau envahir le pays. Le levant se mit à souffler plus fort. « Me voici entre mes brebis et le trésor, pensa-t-il. Il devait se décider, choisir entre quelque chose à quoi il s'était habitué et quelque chose qu'il aimerait bien avoir. Et il y avait aussi la fille du commerçant, enfin. Mais elle n'avait pas la même importance que les brebis, car elle ne dépendait pas de lui.
La certitude lui vint que si elle ne le revoyait pas, le surlendemain, la jeune fille n'y prendrait même pas garde. Pour elle, tous les jours étaient semblables, et quand tous les jours sont aussi semblables les uns aux autres, c'est que les gens ont cessé de s'apercevoir des bonnes choses. J'ai quitté mon père, ma mère, le château de la ville où je suis né. Et ils s'y sont faits, je m'y suis fait aussi. Les brebis aussi se feront bien à mon absence, se dit-il. De là-haut, il observa la place. Le marchand ambulant continuait à vendre son pop-corn. Un jeune couple vint s'asseoir sur le banc où il s'était assis tout à l'heure. Ils échangèrent un long baiser. Le marchand de pop-corn, murmura-t-il pour lui-même, sans terminer la phrase. Le levant s'était mis à souffler plus fort et il le sentit sur son visage. Il amenait les maures sans doute, mais il apportait aussi l'odeur du désert et des femmes voilées. Il apportait la sueur et les songes des hommes qui étaient un jour partis en quête de l'inconnu, en quête d'or, d'aventure et de pyramides. Le jeune homme se prit à envier la liberté du vent et comprit qu'il pourrait être comme lui. Rien ne l'empêchait. Les brebis, la fille du commerçant, les champs d'Andalousie, ce n'étaient que les étapes de sa légende personnelle.